Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on enchaîne donc cette nouvelle saison sur YouTube, donc deuxième vidéo de la saison, et ça sera un cas clinique issu de la littérature, et on va voir en fait un patient qui s'est fait opérer pour rien, et on va voir en fait que cette opération inutile, elle était évitable. Et donc nous le but c'est de tirer un enseignement de ce cas clinique pour pas refaire les mêmes erreurs. Donc, vous avez l'étude juste ici, c'est un rapport de cas. Et donc, on a un patient qui a 71 ans et qui a plusieurs facteurs de risque vasculaire. Donc, il est diabétique, hypertension artérielle et un tabagisme depuis 40 ans. Ça, c'est des questions, quand vous faites une anamnèse, vous devez les poser, je pense que vous les posez comme question. Ce qu'il faut savoir, c'est les poser pour quoi faire? Pour estimer en fait déjà, pour peser, on va dire, le poids des facteurs de risque vasculaires, cardiovasculaires qui peuvent du coup avoir une importance dans la présentation, clinique du patient et avoir une importance dans vos hypothèses, par rapport à ce que le patient il a. C'est-à-dire que quand on est, kiné et qu'on reçoit un patient qui a des douleurs, en général, il a des douleurs musculo-squelettiques, MSK, mais ça peut être parfois des troubles qui vont être vasculaires, notamment pourquoi pas des troubles artériels qui peuvent mimer des pathologies musculo-squelettiques. Donc du coup, c'est important d'aller identifier ces facteurs de risque. Il consulte donc ce patient en mars 2024 pour une douleur chronique à la fesse gauche qu'il a depuis plus de 4 ans. Le symptôme principal, il est très évocateur d'une claudication. C'est-à-dire qu'on a une douleur déclenchée à la marche qui va être soulagée au repos. Et du coup, ce patient, il peut marcher environ une cinquantaine de mètres. Pas de douleur radiculaire, pas d'engourdissement et pas de déficit neurologique à rapporter. Donc, quand on a une claudication, si on simplifie les choses, la première chose à laquelle on pense, c'est est-ce que la présentation clinique de mon patient, c'est plutôt une claudication intermittente d'origine neurologique ou d'origine vasculaire. Ou alors, bien évidemment, ça peut être les deux. Donc, on va continuer. Alors, premier examen clinique. À l'examen physique, les auteurs y rapportent donc une douleur à la palpation du grand trochanter. Je trouve ça toujours étonnant de mettre les tests de palpation voilà, au même titre qu'un examen neurologique, surtout en plus de le mentionner en premier. Je vois pas vraiment là bon, mais c'est pas grave. Un LASEG négatif, pas de déficit moteur, pas de déficit sensitif et pas d'anomalie neurologique évidente. Quand on suspecte un problème de canal lombaire étroit, ou alors après ça peut être étroit à différents endroits, mais juste si on regarde au niveau foraminal, on a un patient qui a plutôt une douleur d'un côté que de l'autre, donc on peut se dire que ça peut être notamment un foramen. On se rappelle que l'extension va diminuer la taille du foramen, et on va avoir une compression radiculaire plus importante à ce moment-là, et la flexion augmente la taille du foramen, et on aura moins de compression radiculaire. Donc du coup, ça peut être intéressant de tester les différentes choses, notamment pourquoi pas la fonction du nerf dans différentes positions au niveau du rachis, notamment lombaire. En termes de signes vasculaires, pas de signe vasculaire périphérique classique, donc c'est-à-dire pas de diminution du pouls, au niveau cutané, bah, la peau est nickel, voilà, pas de dépilation, pas de problème au niveau des ongles, pas de problème de pâleur ou de froideur, tout ça c'est nickel. Il y a une chose qui est importante, c'est pas parce que les poux, et là il faut le savoir, c'est pas parce que les poux sont normaux que tout va bien. La palpation des poux, elle est insuffisante à elle seule pour déterminer l'état artériel. Et c'est pas parce qu'on forcément, en tant que kiné, on le teste mal, hein, même quand c'est évalué par un clinicien compétent, c'est le cas. Et on a des ischémies significatives qui peuvent toujours être présentes chez un patient dont les poux sont palpables. Donc c'est pas suffisant les poux. Mais si on est dans une logique d'AOMI, donc d'artérioplatie oblitérante des membres inférieurs, hein, qui est du coup la pathologie qui peut se traduire par une claudication, si on regarde, si on combine les signes, si on a la combinaison d'un souffle, donc soit au niveau artère-iliaque, fémoral ou poplité, et les deux poux pédieux qui sont non palpables, là on a une probabilité extrêmement élevée d'AOMI. Donc toujours on combine les signes, on ne peut pas exclure un problème vasculaire sous prétexte que les poux sont présents. Et en plus on peut tester aussi les poux après un effort. Et là ça peut peut-être nous en dire un petit peu plus. Une pathologie vasculaire, en général, elle va être reproduite
les symptômes vont être reproduits à l'effort. Donc soit on peut faire un examen au repos, voir si on a des choses, parfois ça va déjà être positif au repos, les poux, la palpation, enfin les poux, l'auscultation, si on fait un ABPI. Mais parfois ça peut être négatif, et dans ce cas-là il faut provoquer les symptômes et retester le bilan vasculaire derrière. Petite pub, je rappelle hein, que pour soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner à l'abonnement premium sur la chaîne, hein, c'est 5 € par mois. Si vous le faites, bah, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram et je vous mets dans le groupe WhatsApp sur lequel bah, vous aurez accès au PDF que je mets au fur et à mesure. Donc ça permet d'avoir accès au PDF et en fait ça permet de me soutenir. Donc je vous remercie à toutes les personnes qui souscrivent à cet abonnement. Merci pour votre soutien. Donc ça c'était la petite page de pub. Et donc en fait on a un patient donc, qui a une claudication intermittente, on ne sait pas trop pour le moment si elle est neurologique, on ne sait pas si elle est vasculaire, l'examen clinique vasculaire est plutôt n'est pas très évocateur, bien qu'il ait été fait plutôt au repos, donc on pourrait aller un peu plus loin, donc nous on pense à le faire après un effort. On a quand même des facteurs de risque cardiovasculaire importants, diabète, hypertension, tabagisme. Et donc là, on va explorer les différentes hypothèses qui ont été explorées par ceux qui ont rapporté le cas clinique. On a des examens d'imagerie qui ont été faits, donc au niveau de la hanche. On va commencer par la hanche. La radiographie de hanche, elle montre des signes modérés d'arthrose, un passement articulaire, des ostéophytes, bon, une ostéopénie. On est chez un patient de 71 ans, hein, donc c'est pas non plus, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre. L'IRM de hanche gauche, il montre une légère tendinopathie glutéale, pas de pathologie intra-articulaire significative. L'IRM pelvienne, donc pas de lésion musculaire, pas de lésion des tissus mous. Est-ce que ça pourrait expliquer une claudication de toute manière aussi importante? Bon, je sais pas. Surtout sur 4 ans. À ce stade, l'imagerie de hanche et du bassin n'apporte pas d'explication solide à une douleur fessière d'effort aussi limitante. On est d'accord. En plus de ça, il y a des injections intra-articulaires de hanche qui ont été faites. Et le résultat, pas de soulagement significatif. Donc là, en fait, on peut se dire que la hanche a été testée, ou en tout cas, il y a des examens complémentaires qui ont été faits, voire des traitements plus ou moins invasifs avec l'infiltration. C'est peut-être un peu léger de faire un examen de hanche juste sur la base d'imagerie et d'infiltration si rien d'autre n'a été fait. On peut trouver ça un petit peu léger et je pense que ça serait ce serait cohérent, hein, on serait pas sévère avec les histoires. Après, peut-être que ça n'a juste pas été rapporté. On a un cluster qui existe de Sutlive, on va juste aller un tout petit peu plus loin avec la diapo suivante. On va voir, c'est bien de critiquer le fait que l'examen de la hanche n'ait pas été fait, mais qu'est-ce que nous on aurait pu faire? En fait, on a une étude qui nous montre, donc la hanche, elle peut donner des douleurs voilà, à différents endroits au niveau de la hanche. On a même des patterns qui nous montrent qu'il peut y avoir des douleurs qui descendent. Donc du coup, on peut se dire, voilà, face à une douleur qui descend, on a plusieurs hypothèses. Là, le problème vasculaire, le problème neurologique, ça peut être un problème articulaire, ostéo-articulaire avec un problème de hanche. Ça peut être aussi sacroiliaque, on n'en parle pas ici, mais c'est possible. Donc du coup, on a une étude, donc il y a un cluster de Sutlive, vous pouvez l'utiliser. Mais là, je vous ai mis une autre étude qui nous parle avec des ratios de vraisemblance qui sont assez intéressants. Et en fait, on peut tester différentes choses. Voilà, c'est un patient auquel on peut lui faire des squats. Est-ce que le squat provoque une douleur postérieure de hanche? Est-ce qu'on a une douleur à l'aine quand on fait une abduction ou une adduction passive? Est-ce qu'on a une faiblesse des muscles abducteurs? Est-ce qu'on a une diminution de l'adduction passive? Est-ce qu'on a une diminution de la rotation interne passive? Et tous ces éléments vont augmenter la suspicion d'une atteinte arthrosique de hanche. Et donc, ce patient-là, il aurait fallu tester ça si on suspecte un problème de hanche. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, donc là on a des ratios de vraisemblance positifs qui sont pas trop mal, hein, surtout on va dire à partir de là jusqu'à 6,1, c'est pas trop mal. Une adduction passive normale rend la coxarthrose moins probable. On a un ratio de vraisemblance négatif de 0,25, donc on a des éléments qui permettent d'augmenter ou de diminuer la suspicion. Donc nous on peut rajouter, si on a un patient qui se présente comme ça, on a une imagerie qui nous dit, ou on n'a pas d'imagerie d'ailleurs, mais il y a des douleurs au niveau de la hanche, qu'on veut tester la hanche, et ben on se dit, voilà, je peux tester ces choses-là.
et j'ai des chiffres, des valeurs qui me permettent de modifier mon niveau de suspicion. En tout cas, voilà. Donc, au moins, pensez à faire ça quand on est face à quelqu'un qui a des douleurs de hanche et on suspecte de l'arthrose. Là, on a vu la hanche, mais après, il y a une autre hypothèse qui peut entrer en compte, c'est est-ce que les douleurs ne viennent pas du rachis lombaire? Donc, bien évidemment, des radiographies au niveau lombaire ont été faites. Patient de 71 ans, donc on s'attend à retrouver des signes d'atteinte dégénératifs. Et donc, ce qu'on retrouve, en fait, effectivement, on retrouve des signes d'atteinte dégénérative. Donc on a des ostéophytes, diminution de la hauteur discale, bon, voilà. L'IRM lombaire, on retrouve discopathie, bombement disco, hypertrophie facétaire. Le patient a 71 ans. Donc c'est des choses auxquelles on s'attend. Il faut savoir qu'en fait, la sténose lombaire, on a la présentation radiologique, d'accord, et une présentation qui va être clinique. On a jusqu'à 20% des asymptomatiques qui ont une imagerie compatible avec une sténose lombaire anatomique. Donc déjà, voilà, il peut y avoir une discordance entre la clinique et l'imagerie. La prévalence augmente autour de 40 ans avec un diagnostic radiologique et la prévalence augmente autour de 50 ans avec un diagnostic clinique. Donc on a une discordance radioclinique qui existe. Et donc il faut se baser sur les images et la clinique. L'équipe ici, elle retient une suspicion de claudication neurogène par sténose lombaire L2, L3. Et nous, on verra que on pourra se poser la question de certains. On va utiliser un outil aussi, et même plusieurs, mais notamment un outil pour voir si ça vient du dos, cette claudication. Le traitement, donc pour le rachis lombaire, ça a été 2 infiltrations épidurales transforaminales, qui ont été notamment diagnostiques et thérapeutiques, qui sont réalisées à gauche sur L2, L3, donc une en mars, une en avril, et le patient y rapporte une amélioration partielle. Mais malgré ces infiltrations, les symptômes y persistent, la distance de marche reste limitée, la douleur fessière d'effort ne disparaît pas, et l'amélioration n'est pas durable. Et donc, le patient se fait opérer en juin 2024, et donc c'est assez étonnant parce que finalement, en fait, il n'y a pas vraiment d'amélioration avec les infiltrations diagnostiques et thérapeutiques, et on a un patient donc, qui se fait opérer et qui n'est pas amélioré. Donc là, normalement, à ce moment-là, on peut remettre en question le diagnostic. Et même, je dirais, on aurait peut-être dû remettre en question le diagnostic un petit peu plus tôt. Dans l'étude, ils nous disent qu'ils ont fait un ABPI, un IPS, vous appelez ça comme vous voulez, et du coup, il était normal à droite, et à gauche, il était à 0,71. Sachant qu'en dessous de 0,90, on est plutôt sur quelque chose d'évocateur d'une artériopathie oblitérante. Le diagnostic, ça devient donc une claudication fessière d'origine vasculaire par une pathologie occlusive, voilà, sûrement de l'athérosclérose, au vu de l'âge et des facteurs de risque, et non une sténose lombaire symptomatique. Et donc, là, le patient y bénéficie d'une revascularisation endovasculaire, et là, disparition complète des douleurs, récupération d'une distance de marche normale. Plus de claudication, plus d'intervention nécessaire, le patient est traité et va nettement mieux. Et donc en fait, on se retrouve avec un patient à qui on a fait juste un ABPI qui prend quelques minutes, d'accord? En plus, on ne sait pas si ça a été fait au repos ou à l'effort, mais s'il a été fait au repos, c'est-à-dire que ça c'est vraiment pour le coup pas très long. Et en fait, on aurait pu éviter tout un parcours de soins avec des infiltrations, des opérations, un nombre de radios et d'IRM qui quand même, voilà, qui était assez important, on va dire, parce qu'il y a eu radio et IRM au niveau de la hanche et du rachis lombaire. Et donc du coup, on aurait pu éviter tout ça. Et améliorer le parcours de soins du patient et améliorer sa qualité de vie aussi. Et donc du coup, nous, on va aller un petit peu plus loin pour voir comment on aurait pu changer les choses. Avant ça, je fais une autre page de pub sur les visios en individualisé, où en gros, vous pouvez me solliciter pour qu'on aborde certaines thématiques autour du raisonnement clinique, pour vous aider si vous avez des petits soucis à certains endroits, ou si vous voulez avoir des choses un peu plus en détail. Par exemple, la claudication vasculaire et neurologique, c'est pas trop votre fort, ben on peut aborder ça pendant voilà, 1 heure, et on parle spécifiquement de ça. Bien évidemment en allant
bien plus loin, hein. Je rappelle que les vidéos YouTube, c'est une prolongation de ce que je peux faire parfois sur Instagram, mais dans les visios ou dans la formation lombalgie, on va bien évidemment bien plus loin. D'ailleurs, vous avez les liens en description pour que ce soit pour la formation ou les appels, hein. Vous avez le lien Linktree qui vous dirige vers tout ça. Donc le but en gros, hein, tu réserves un créneau, enfin vous réservez un créneau, ensuite vous m'envoyez un mail où vous me dites les thèmes que vous voulez aborder, et ensuite moi je prépare la visio en amont, je me laisse une semaine en général, et pendant une heure on échange, et vous repartez avec, en plus de ça, le PDF récapitulatif qui est individualisé, c'est-à-dire vraiment on aborde vraiment les thèmes que vous voulez aborder. Et du coup on va reprendre, et nous en fait le but de cette vidéo ça va être de ne plus se tromper. Donc on va repartir de la claudication, c'est une douleur dans les jambes qui est associée à la marche, elle peut être d'origine neurogène, vasculaire, ou les deux. On peut même, si on veut aller plus loin, dire qu'elle peut être veineuse, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Il y a déjà une vidéo dans la chaîne qui l'aborde dans les anciennes saisons. Claudication neurogène, c'est le symptôme de la sténose rachidienne lombaire, et la claudication vasculaire, c'est le symptôme de la pathologie artérielle, enfin de la maladie artérielle périphérique, MAP ou AOMI. Bien évidemment, en fait, la claudication vasculaire typique, elle se manifeste, c'est la manifestation, on va dire, la plus rare, hein. Elle peut être atypique, la manifestation, ça peut même être asymptomatique pour plein de raisons. Enfin, notamment une raison, c'est que les patients en fait ne veulent plus déclencher les douleurs et donc du coup ne marchent plus. Mais voilà, c'est pas, cette présentation typique, c'est pas forcément la présentation qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc la claudication neurogénique, on va avoir, ça va être déclenché à la marche ou à la position debout. Finalement, lors de la position d'extension du rachis lombaire. Les facteurs qui vont soulager, ça va être s'asseoir ou se pencher en avant. Bien évidemment, s'asseoir avec de la flexion lombaire. Les tests, donc par exemple comme marcher en montée et le vélo en flexion lombaire, vont être négatifs. A l'inverse, quand on va les faire avec de l'extension lombaire, ils vont devenir positifs. Et lors de l'examen vasculaire, on va avoir des pouls normaux et un ABPI qui va être négatif, en tout cas un examen vasculaire qui va être négatif. En général, bien évidemment, on simplifie, les deux peuvent se croiser, hein. Et en fait, quand on a ça, on peut prendre en charge le patient, à moins qu'il y ait des atteintes neurologiques un peu particulières. Là, on peut prendre le patient en charge. A l'inverse, et on reviendra dessus après, quand c'est vasculaire, on ne prend pas le patient en charge si ce n'est pas connu. On a aussi un score, ce score-là, donc vous voyez, vous avez des critères avec des chiffres à côté, et puis si on totalise le tout et que ça fait 11 ou plus, on peut dire qu'on est face à une claudication neurogène par sténose lombaire. Donc, le patient ici, enfin le patient, âge de plus de 60 ans, 4, test d'extension debout de 30 secondes, positif 4, douleur rapportée dans les deux jambes 3, douleur des jambes soulagées en position assise 3, douleur des jambes diminuées en se penchant en avant ou en fléchissant la colonne 3, et un test neurologique ici, un test d'élévation jambes tendues négatif, ça fait 2. Là, notre patient, lui, il avait effectivement 4 ici, mais logiquement, on aurait fait le test d'extension. Donc là, en gros, on met le patient en extension, on attend 30 secondes et on voit si ça déclenche les symptômes dans les jambes. Ça aurait été sûrement négatif. Douleur rapportée dans les deux jambes, pareil, c'est pas vraiment ce que le patient avait là. Douleur des jambes soulagée en position assise, là, ça aurait pu être le cas. Douleur dans les jambes diminuée en se penchant en avant ou en fléchissant la colonne, ça n'aurait pas été le cas. Pas de, le test, l'examen neurologique était négatif. Donc en fait, le patient, il aurait eu au plus 7 sur 19, ce qui est un petit peu léger. Si on utilise juste ça et qu'on fait que ça, rien qu'avec ça, déjà on peut se dire peut-être que le patient n'a pas une claudication neurogène due à une sténose lombaire. Ou en tout cas, ça nous aurait peut-être fait penser, ou suggéré qu'il fallait penser à autre chose. C'est déjà très important. Donc après, est-ce que vous pouvez utiliser le score de manière stricte comme ça? Parce que par exemple, douleur soulagée en position assise, ça va dépendre de comment le patient s'assoit. Et effectivement, une atteinte vasculaire peut être soulagée en position assise. Ça peut être... voilà. Après, on peut utiliser d'autres... on n'est pas obligé d'utiliser comme ça, mais on peut l'utiliser aussi. Et comme on disait, la claudication vasculaire, pour le coup, on va pas prendre en charge le patient. Il va falloir que le patient il consulte un médecin vasculaire, il va falloir qu'il consulte en médecine vasculaire pour faire un état des lieux. Les facteurs qui vont provoquer, ça va être la marche,
Les facteurs qui vont soulager, ça va être s'arrêter, mais là cette fois-ci, même si le patient reste en extension lombaire, donc dans position debout, ça va aller mieux. Les tests comme marcher en montée, marcher tout simplement. Le vélo et les tests de pointe de pied, ça va être positif. Dès qu'on va augmenter la demande musculaire, ça va être positif. Et plus on va l'augmenter, plus ça va être positif rapidement. Et l'examen vasculaire, donc les téguments, ça peut être positif. Pâleur, froideur, dépilation, ongles, dystrophique, pouls diminué ou asymétrique, ABPI positif. Bien évidemment, c'est pas parce que c'est négatif que ça exclut. Donc, on se retrouve avec voilà, des choses qui peuvent se chevaucher, mais il faut être un petit peu précis sur le bilan qu'on fait, et il faut se dire que le bilan, il doit être à un moment donné ce que j'appellerais fonctionnel, que ce soit pour l'examen de la fonction neurologique ou pour l'examen vasculaire. Fonctionnel, je mets deux choses dedans, c'est moi qui appelle ça comme ça, c'est en gros le positionnel et l'effort. C'est-à-dire, est-ce que les tests que je fais, examen de la fonction neurologique ou examen vasculaire, changent en fonction de la position du patient, ou est-ce que ça change en fonction de après un effort ou au repos. Et donc tout ça, c'est important de le tester. Donc on peut faire au repos, mais à un moment donné, il faut faire un test bilan fonctionnel, donc en fonction de la position et en fonction de l'effort. La sténose, on va la reproduire en fonction de la position, alors que les atteintes artérielles, on va les reproduire avec de l'effort. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ici, vous avez un algorithme de décision dont on n'est pas obligé de se servir de cette manière-là, mais qu'on peut utiliser. Avec, vous voyez, au début, on prend les facteurs de risque. Le tabagisme, l'hypertension, les problèmes de dyslipidémie, l'athérosclérose, le diabète. Donc nous, notre patient, là, au début, il y en avait quand même certains, et pas les plus petits facteurs de risque. Hein. Le diabète, c'est quand même déjà un facteur de risque assez important. L'hypertension, le tabagisme. Donc en fait, on voit qu'on a des tests qui sont faits sur le tapis. On a des tests qui sont faits sur vélo. On a le test d'extension debout. Et en fait, en fonction de ce qui est positif ou négatif, eh ben, on va pouvoir se diriger plus vers une claudication neurogénique ou vasculaire. Donc, sur tapis, on peut faire varier la position du patient. Un patient qui marche comme ça et qui a mal au bout de 500 mètres et un patient qui marche comme ça et qui a mal au bout d'1 kilomètre, ça suppose plutôt quelque chose de neurologique. C'est pas l'effort qui a changé, c'est juste la position. On peut aussi incliner le tapis. Plus le tapis va être incliné, plus le patient va du coup se pencher en avant. Et donc un patient avec un problème de claudication neuro, il va marcher plus longtemps en montée, alors qu'un patient avec une claudication vasculaire, il va marcher moins longtemps en montée, parce que la demande au niveau musculaire, elle va être plus importante. On peut tester sur vélo et voir si, en fonction de la position du rachis lombaire sur le vélo, si ça s'améliore ou pas. Et on peut ajouter le test d'extension debout. Voilà, donc des tests positionnels et post-effort. Et donc après, on peut combiner aussi tous les signes. Signe du chariot positif, donc le patient qui marche plus longtemps quand il est en flexion lombaire, donc comme quand il pousse son caddie ou des choses comme ça. Symptômes au-dessus du genou, déclenché en station debout, soulagé en position assise. Si on a tout ça, on a un ratio de vraisemblance positif de 13, en faveur d'une origine neuro. Symptômes au mollet soulagé en station debout seul, sans la marche, ratio de vraisemblance positif de 20 en faveur d'une origine vasculaire. Là, le patient qu'on avait, il avait des douleurs plutôt à la fesse, pas au mollet. En général, dans les cas typiques, la claudication vasculaire va se manifester avec des douleurs au mollet. Mais en fait, ça va dépendre d'où se situe l'occlusion. Et même si c'est très haut, ça peut donner du coup, si on y veut, par exemple au niveau au niveau central, même au niveau de l'aorte, et ben ça peut donner des claudications des deux côtés. Là, on était sur le côté gauche essentiellement, plutôt au niveau de la fesse. Voilà. Mais avec la combinaison de ces signes, la prise en compte des facteurs de risque, de certains tests, à l'effort et positionnel, de certains outils, et ben en fait, on peut faire un bilan assez précis pour savoir si on est plus face à une claudication neurogène ou vasculaire. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, c'est des vidéos plus courtes qu'avant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc soit en commentaire, soit vous venez me DM sur Instagram. Alors, je vous rappelle, les visios, la formation sur les lombalgies disponible aussi. Vous avez tous les liens en description. Et on se dit à la prochaine. Salut!